Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour un nouveau talk show en direct. L'OM n'a toujours pas joué, ça commence à faire longtemps, mais ça va s'arrêter puisque mercredi, l'OM affrontera Porto. Tout de suite, je vous propose le sommaire de l'émission qui nous attend. Aujourd'hui, on va faire le point avec un invité exceptionnel. C'est Franck Sauzet qui va nous rappeler ses souvenirs, qui va nous donner aussi son avis sur l'OM actuel. On reviendra sur l'interview, la longue interview accordée aux Phocéens par Pablo Longoria. Et puis, on se penchera évidemment vers ces matchs de la dernière chance contre le FC Porto, mercredi au stade Vélodrome. Et évidemment, les questions-réponses en toute fin d'émission. La partie où vous pouvez interagir avec tous nos invités. Et ce soir, on en a un en plateau. C'est déjà bien. Salut Romain Canuti, ça va ? C'est pas le meilleur de la tablée, mais j'ai le mérite d'être présent. Écoute, on fait avec ce qu'on a. Non, je plaisante, c'est un plaisir d'être avec toi. Il y a des mecs, j'ai vu un commentaire sur le site, parce que on regarde tous les commentaires. Évidemment qu'on regarde les commentaires. Il y en a un qui nous a comparé tous les deux, parce qu'on alterne des fois à la présentation, et c'était le cas là pour Longoria. Il nous a dit, Romain Herring, Romain Canuti, c'est un peu comme Thauvin et Payet, il va falloir que le boss tranche. Bon, ça m'a fait un peu rire quand on sait nos rapports, tout ça. Et... Ouais. Voilà. Il y en a un qui a signé jusqu'en 2024. Et on va évoquer donc. On retrouve nos invités. Voilà, on va accueillir Franck Sauzet qui est avec nous. Bonsoir Franck, c'est un plaisir immense d'être avec toi ce soir. Bonsoir à vous, c'est un plaisir réellement partagé, sincèrement. C'est magnifique. Alors on va évoquer tes souvenirs d'Olympique de Marseille parce que tu as fait 4 ans d'OM et quelles années. On va en parler ensemble et on est également avec celui qui a connu le lancement de cette sélection des colocantes, je ne sais même pas le dire, les Comores qui vont aller bientôt à la CAN, c'est quasiment fait, mais c'est sans toi Arnaud Chabert, mais malgré tout tu as porté ta pierre à l'édifice. Un petit mot juste sur cet événement parce qu'on a vu ça sur les réseaux, on a vu ça là-bas aux Comores, dans cet océan Indien avec cette île magnifique où le football est en train d'exploser et on imagine que même si tu n'es plus dans le projet, ça doit te faire forcément très plaisir en tant qu'ancien préparateur physique de cette sélection, évidemment. Extrêmement, bien sûr. On est super contents, sachant qu'il y a eu énormément de boulot qui a été fait depuis 2015-2016. Donc c'est top. Et pour cette petite nation, parce qu'on le rappelle, il y a moins d'habitants qu'à Marseille aux Comores. Absolument. Donc du coup, c'est vraiment top et j'espère qu'ils pourront se qualifier. Il ne manque plus qu'un point. Et on précise... Ça va être une fête historique. Et on précise d'ailleurs, quelle est la capitale des Comores ? Je me souviens plus du nom. Marseille, vraiment la plus grande colonie. C'est ce que j'allais dire. Il y a plus d'habitants à Marseille que dans la capitale des Comores. Il y a plus de Comoriens à Marseille que dans la capitale des Comores. Ah ouais. Non, c'est une légende. En fait, il y a plus d'habitants comoriens à l'étranger que quasiment aux Comores. Oui, mais du coup si on prend tous les cartes, faut prendre les personnes déclarées aussi. Il y en a beaucoup. Non, mais tu disais qu'il est plus dans le projet. Je sais qu'Arnaud suit encore beaucoup de joueurs essentiels de cette sélection, comme M. Changama par exemple, qui était passé par Consola, je crois, qui est maintenant à Guingamp. Il y a des joueurs comme ça qui sont toujours en contact avec Arnaud. Il s'occupe un peu toujours d'eux, donc c'est aussi un peu à lui cette qualif qui va tomber. Évidemment. Arnaud reste avec nous, évidemment, même du début à la fin de cette émission, puisqu'on va prendre ton expertise, que ce soit de préparation physique, aussi de supporter de l'Olympique de Marseille, car tu l'es, évidemment, ça, on ne peut pas le renier. Mais on va commencer avec Franck, quand même. Franck, cet Olympique de Marseille, on sent qu'il vibre encore très puissamment dans votre cœur, dans ton cœur. On va te tutoyer, Franck, ce soir. Oui, c'est le mieux, quand même. Oui, parce Bien que sûr. Vous voyez, tout de suite, on prend un coup de vieux quand on vous voit. Donc, non, mais... on va dire tu. D'accord. Oui, il a toujours vibré de toute façon en tant que joueur. Après, dans ce rôle de consultant aussi, c'était toujours un peu. On se doit quand même d'être le plus droit possible, dans ces cas-là. Et c'est vrai que ça laisse pas forcément la place à être supporter à fond de cette équipe-là. Donc, je vous avoue que j'ai hâte qu'il y ait une vie normale qui reprennent et que je puisse aller au Vélodrome et profiter pleinement de ce public, il faut le dire, est quand même assez extraordinaire. Et puis, qui ne laisse pas indifférent. Je crois que tous les joueurs qui sont passés à l'Olympique de Marseille sont marqués d'une manière ou d'une autre. J'ai eu cette immense chance de faire partie de cette génération dorée, on va dire, de l'OM. Et franchement, ce sont des moments humainement parlants qui ont été extraordinaires. Romain, Franck en parlait de sa carrière de consultant également. Ce qu'il y a de bien avec Franck, c'est que même si on sent qu'il y a la fibre OM quand il commente le match, il arrive à être objectif, ce qui n'est pas tout le temps évident pour un consultant. On a des souvenirs, nous, sur le Phocéen, notamment la saison dernière, tout simplement. Après le premier match de la saison, l'OM perd contre Reims. Il y avait un coup de gueule à l'antenne de Franck. Et c'était, par exemple, pour nous, la vidéo la plus vue et de très loin du week-end. Il en avait éclipsé les joueurs un peu à la manière d'un Dimeco, dont on a peut-être plus parlé après Porto OM
là, Franck Sauzet, c'était celui dont on a le plus parlé le week-end, le meilleur Olympien de ce week-end-là. C'était lui, et on l'avait eu derrière, et c'était, voilà, on sentait vraiment la détresse, le passionné. C'est ce que disait, par exemple, la Villas-Boas récemment sur Dimeco. On ne peut pas lui en vouloir parce qu'on sent que c'est viscéral, on sent qu'il parlait avec le cœur, et c'est ce que les supporters de l'OM retiennent. Franck, ces années olympiennes, elles commencent évidemment et elles finissent pendant la période Bernard Tapie. Tu as tout vécu quasiment de cette ascension. Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette période? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, en dehors des titres, en dehors de cette étoile sur le maillot, évidemment? Qu'est-ce qui t'a marqué plus qu'ailleurs? Le plus qui m'a marqué, je vais vous dire, c'est une petite anecdote. En fait, j'ai été recruté par l'OM lors d'un match international à Nancy, Espoir. C'était France-Italie, donc. Il se trouve que sur le match retour, donc on gagne 2-1, je marque un but sur un coup franc, et à la suite de ce match, il y a Michel Hidalgo qui vient dans le vestiaire, qui vient vers moi, me voir directement. J'étais toujours en contrat avec Sochaux, et qui me dit, voilà, l'Olympique de Marseille, nous avons décidé, Bernard Tapie et moi, que tu serais avec nous l'année prochaine. Juste petite histoire, je suis ardéchois, moi, si vous voulez. J'ai été baigné avec ce maillot blanc de l'OM, dans les années 70, même si j'étais très jeune, c'était Gersino, c'était Paulo César, c'était enfin tout ça. Donc évidemment que j'ai eu une joie immense, mais le plus qui m'a marqué, c'est la façon à la fois de m'aborder, mais le message non pas subliminal qu'il y avait derrière, mais c'était on te recrute, mais voilà les objectifs. Et ça, je pense que c'est la base, quand on est recruté par un club, d'entendre de la part de son futur l'objectif. L'objectif, c'était être champion de France et gagner la Ligue des Champions. Donc ça pouvait paraître utopique à cette époque-là, mais il fallait y croire, il fallait avoir envie, il fallait déjà être imprégné de tout ça, s'investir pour aller au bout, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi j'ai eu la sensation de vivre, alors il y a eu des moments difficiles, mais ça fait partie du jeu, mais j'ai eu l'impression moi de vivre un conte de fées quelque part, un rêve de me dire waouh, on vient, on tape à ma porte pour faire que cet OM parvienne à glaner des titres et un jour peut-être être champion d'Europe. Donc ça, c'est fantastique. Et ça nous a suivis pendant ces 4-5 ans. C'était l'objectif, vous savez, comme disent les Anglais, la target, la cible, où on se dit, on va aller chercher ça, il y aura des sacrifices, il faut le faire, et nous y sommes parvenus. Donc que demander de mieux ? Absolument, Franck. Et puis, on va rappeler aussi que vous pouvez intervenir, vous qui nous regardez pendant cette émission, avec le hashtag LiveTalk sur Twitter, sur Facebook, évidemment, sur le Facebook du Phocéen, le forum du Phocéen également, et puis Twitch, petite nouveauté, le compte Twitch du Phocéen, pour que je vous relaye quelques remarques, quelques questions également en direct. Romain. Ouais, je voulais profiter là de Franck nous disait justement que cette équipe qui avait été montée en puissance, tu parles, c'est vrai qu'il a fait un peu toutes les campagnes, il était de la fameuse équipe de 92-93, il va chercher cette Coupe qu'on l'a pas d'Europe. Rappelé, mais oui. Oui, voilà, c'est-à-dire ça va jusqu'au bout. Donc il est bien placé aussi pour nous dire, Franck, au final, quelle était la fameuse équipe. Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'on rejoint l'avis général? C'est-à-dire on part à la guerre avec l'équipe de 93, mais celle de 91 était la plus belle. C'est ça on est d'accord avec ça ou pas? Non, pas forcément. Mais moi, je vais vous dire une chose. C'est vrai que les qualités étaient différentes. On avait un style de jeu qui était différent aussi. Mais à titre personnel, l'équipe de 89-90, où j'ai eu cette immense joie, ce privilège de jouer avec, vous savez, je crois que je devais avoir 23-24 ans. Et je pars du principe que la Ola, pour moi, dans les tribunes, elle a été inventée à Marseille. Peut-être que ça venait d'Italie, je ne sais pas. Mais c'est Marseille. Ce sont les fans parisiens, les fans marseillais, quoi, et non pas tous ces clubs après qui revendiquent certains chants ou certaines attitudes. Eh bien, il se trouve que parfois sur le terrain, lorsqu'il y avait la Ola, parce qu'on gagnait quand même nos matchs, on était une équipe à battre, c'est sûr, mais il y avait tellement du talent. Et des fois, je regardais autour, je me tournais comme ça, et je voyais Chris Waddle, je voyais Enzo Francescoli, je voyais Jean-Pierre Papin. À côté de moi, il y avait Jean Tigana. Je me disais, mais waouh, c'est quand même assez impressionnant. Et je pense qu'en tout cas, me concernant, c'est cette équipe qui avait vraiment une ADN footballistique, je trouve, avec des joueurs de talent exceptionnel. Et je pense que sans cette injustice terrible, mais je sais que les supporters déjà savent de quoi je vais parler, cette main de Vata, je pense que déjà nous étions en finale, et je pense que
nous aurions encore malmené ce Milan AC. Mais vraiment, pour moi, cette équipe-là, elle était exceptionnelle. Il y a surtout sur 92, 93, à chaque fois qu'on en parle avec des personnes qui suivaient le club à l'époque, ils nous parlaient de cette complémentarité entre Sauzet et Deschamps au milieu de terrain et que vraiment le duo était ensemble. Il y avait quand même une valeur ajoutée. Il y avait une valeur ajoutée exceptionnelle. Les deux joueurs ensemble devenaient tous les deux plus forts. Vous le ressentiez aussi tous les deux sur le terrain ? Écoutez, oui, je pense que, vous savez, il y a toujours des postes clés, des associations qui sont clés. On parle toujours d'une colonne vertébrale de club entre le libéro, le milieu défensif, le milieu offensif à l'époque et puis l'attaquant. C'est vrai que dans ce milieu de terrain, personnellement, je me sens très à l'aise parce que nous avions une forme de complémentarité. C'est vrai que Didier, lui, était quelqu'un qui allait constamment harceler le porteur du ballon avec un pressing. Moi, je me positionnais aussi par rapport à lui, j'anticipais certains gestes aussi de l'adversaire qui, sous le pressing, pouvaient partir dans une direction. On était le domaine aérien par rapport à tous les deux, c'était mon domaine, on va dire, dans ce registre de jeu. Et nous avions une belle complémentarité, mais ouais, c'est vrai que j'aimais plus. J'avais une frappe peut-être qui était plus, on va dire, plus puissante que celle de Didier, mais vous aviez une peu. T'avais une frappe d'attaquant, Franck. T'avais une vraie frappe de nul. Et il avait une frappe de poussin. Bon. Oui, c'est paradoxal parce que quand on évoque cette année 92-93, bien sûr qu'elle me touche beaucoup parce que c'est ce titre déjà. Il faut pas l'oublier. On a été champion quand même avec l'OM. Ensuite, il y a eu cette Ligue des Champions, mais surtout. J'ai fait à peu près, je crois que j'ai eu 20 ans, j'ai joué en tant que pro, mais ça correspond à la plus belle année me concernant. C'est-à-dire que ce soit en championnat, je crois que j'avais mis 12 buts, en Ligue des Champions aussi, mais on peut pas, ce genre de stats, entre guillemets, on ne peut pas se l'approprier. Si on réussit comme ça, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'on a trouvé sa place dans un groupe, dans une équipe qui a porté au nu le collectif. Là, il n'y a pas d'individualisme, il y a des individualités certes, mais qui se fondent au service du collectif. Et sincèrement, et c'est là où c'était difficile à croire, mais humainement parlant, cette année 92-93, ça a été fantastique. On n'avait peur de rien, on se déplaçait partout, on allait gagner, on était des conquérants. Dès que il y avait ça rigolait aussi beaucoup, on a l'impression quand même, quand on voit les reportages d'époque. Bien sûr, mais c'était la base. Ça chambrait avec Basile, avec Eric, avec d'autres, voilà. Mais c'est ce qui nous a fait avancer. Mais par contre, on était focus, comme je le disais tout à l'heure à l'entrée de l'émission. Yes. On était focalisé là-dessus. Il fallait gagner. Il fallait aller chercher ce titre-là. On avait peur de rien. Et on l'a vu quand on a joué le Milan AC. Ça a certes pas été un grand match. Mais par contre, là, dans le répondant, dans la personnalité, dans la tête, on a fait ce qu'il fallait. Absolument. Tiens, on a beaucoup de messages, Franck, comme celui de Mojo qu'on va afficher. Tiens, j'ai également sur Twitch Steph qui me parle de ça. Monsieur Sauzet est la personne, histoire plus valeur, qui doit intégrer l'organigramme de l'OM. Qu'en pense-t-il ? C'est vrai qu'il y a eu tout ce débat il y a quelques semaines, lancé notamment par Pascal Olmeta, chez nous et dans d'autres médias. Est-ce que, à l'avenir, Franck, pouvoir transmettre ces valeurs, cet amour de l'Olympique de Marseille, pourquoi pas après ta carrière de consultant, c'est quelque chose qui peut t'intéresser ? Bien sûr, l'OM, c'est un club assez extraordinaire. Mais ce que je veux dire, elle est géniale, cette question, parce qu'elle va au fond et elle touche on va dire la problématique, je trouve, du football français par rapport au football européen. Aujourd'hui, si parlons du football français, parlons de l'OM. Aujourd'hui, quels sont les joueurs qui véhiculent vraiment, on va dire, la réussite de cette OM ? Quand il y a une équipe qui est championne d'Europe, je veux dire, et quand on sait qu'en France, il n'y a pas eu encore un seul club capable de rivaliser, d'égaliser l'OM. Et j'ouvre une petite parenthèse, il ne faut pas oublier que dans les années 90, l'OM était numéro 1 à l'indice UEFA. Ça veut dire que l'OM était devant l'AC Milan. Ça veut dire que l'OM était devant le Real de Madrid, était devant le Barcelone. Vous imaginez ce que ça représente ? Et à Tonel, mais je ne prêche pas pour ma paroisse, je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'anciens Olympiens qui soient capables d'amener leur expérience. Regardez par exemple Fabien Barthez,
il a re-signé, entre guillemets, il vient amener son expérience au Toulouse Football Club. Pascal Olmeta pourrait faire ce genre de choses et serait appréciable. L'étranger, dans les clubs étrangers, j'ai fini ma carrière en Écosse, j'ai découvert ce que c'était que la fibre. C'est du respect. L'expérience, ce n'est pas de la pipe. C'est-à-dire qu'un joueur qui maintenant a 45-50 ans, à 45-50 ans, a une expérience, a le recul pour véhiculer tout ça. Il faut savoir simplement oublier son ego, se dégager pour être justement là au cœur de ce club et d'amener son expérience. Et je trouve ça vraiment dommage que dans un club comme Marseille, il n'y ait pas plus justement d'anciens joueurs qui ont créé l'histoire de l'OM. Ok, Franck, juste un petit message, la technique, parce que ils sont très pointilleux et ils ont bien raison. Franck, attention avec tes mains, tu fais un peu bouger ton casque et ça fait un petit bruit un petit peu désagréable par moment, mais c'est pas bien grave. Justement, parce que... Oui, après, on ira faire un tour du côté de nos invités, Romain, oui, c'est vrai. Juste pour savoir, pour préciser, pour clarifier du côté de Franck, parce que on en est où? Tu disais à la fin de sa carrière de consultant, est-ce que où ça en est? Parce que il était sur Canal+ l'an dernier, on l'a annoncé sur Mediapro, enfin nous on lisait ça dans l'équipe semaine après semaine, puis finalement il n'y était pas. Qu'en est-il? Est-ce qu'il va retrouver une chaîne? Est-ce qu'il vient avec nous sur le Phocéen? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est fini et il rentre à l'OM? Pourquoi pas? Non, rapidement, non. Quand vous soulignez le fait qu'on m'avait annoncé, moi j'avais rien annoncé du tout. Hein. Oui, j'ai bien dit en lisant l'équipe. C'est vrai qu'il y avait eu contact, il y avait effectivement un accord qui avait été trouvé, mais bon, cet accord, entre guillemets, avait pris beaucoup de plomb dans l'aile, et dans ces cas-là, donc j'ai décidé de ne pas partir dans l'aventure tout simplement. Donc on peut considérer que je suis en stand-by, ça fait du bien. Voilà, là je viens de finir de ramasser mes olives pour faire l'huile d'olive, vous voyez. Mais après, je pense que dès l'année prochaine, je vais être sur le pont, il n'y a pas de souci. Tu es free agent, comme on dirait en NBA, et puisqu'on parle de NBA, on va accueillir le plus américain d'entre nous, Kevin Kribisch, qui vient d'arriver avec nous. Salut Kevin. On précise que tu n'es pas en retard, c'est qu'on a juste eu du mal à te connecter dans l'émission, mais voilà, t'es là, t'es avec nous. Tiens, je vais demander à Arnaud et Kevin s'ils ont des questions pour notre invité. On va commencer par Arnaud. Arnaud, Franck Sauzet est à toi. Oui, moi façon de parler, évidemment. Question, Franck. Salut Arnaud. En tout bien, tout honneur. Donc Franck, je voulais te demander, toi aujourd'hui en plus en tant que consultant, tu observes beaucoup de matchs. Quelle est selon toi aujourd'hui la différence physique qui peut subsister entre les différences de génération, donc la génération de maintenant et la tienne? Écoute, c'est difficile franchement parce que je t'avoue que j'ai eu de temps en temps regardé des matchs, par exemple de Ligue des Champions à notre époque, où on parlait de rythme. C'est pas la même il y a 25 ans. Le rythme, certainement, je crois que physiquement parlant, les joueurs ont atteint un niveau qui, à mon avis, je pense, mais il faudrait que tu m'aiguilles, est peut-être à son paroxysme. Je vois pas jusqu'où on peut aller après, au-delà, ou si ce n'est après peut-être se blesser. Je n'ai pas les méthodes de travail. Mais je trouve que d'une manière générale, il y a moins de différence sur les gros matchs, qu'on pouvait le constater, par exemple, dans les années 80, tu vois, où là, vraiment, on sentait que il y avait une marche. Mais aujourd'hui, ça bouge beaucoup, il y a de l'impact. Il faut y aller, il faut être costaud. Je trouve que parfois, on en oublie peut-être un petit peu le ballon, si tu veux, techniquement parlant. Mais la débauche d'énergie, elle est réelle. Et quand on voit les grosses équipes, les grosses cylindrées européennes, c'est là où elles sont capables d'avoir du rythme énormément, de l'impact, un physique incroyable, mais avoir la technique aussi qui va avec. Parfois, je t'assure, quand je voyais le Real de Madrid jouer cette équipe assez extraordinaire, j'avais l'impression de voir un peu de PlayStation. Oui, vas-y, évidemment. Non, moi juste, si j'avais un point de vue sur ça, moi je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment juste progressé dans la force et dans la vitesse de course ou d'exécution. Je trouve que ça va beaucoup plus vite, mais pour autant, vous étiez plus dans des qualités d'endurance, d'abnégation, dans ces qualités-là de répétition d'efforts. Tu vois, quand il parlait tout à l'heure de ton association avec Didier Deschamps, alors certes, j'étais peut-être jeune, mais je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'abattage. Aujourd'hui, on est un peu plus dans ce football un peu anglais, en box-to-box, où on va vraiment chercher force, vitesse. Enfin voilà, moi, c'est vraiment une idée que j'ai par rapport à ça. Oui, Franck. Ouais, je comprends, mais je trouve que cette notion, évidemment qu'elle est primordiale. Il faut savoir se faire mal, il faut aller au bout. Quand on est sur un terrain, que ce soit dans le championnat ou, on va dire, en Coupe d'Europe, il faut aller au bout du bout. Le box-to-box, c'est bien, mais appel contre appel, c'est encore mieux.
Tu vois ce que je veux dire? Après, bon, moi, je bien sûr. suis passionné de ça, donc je pourrais en passer des heures. La compensation aussi, les mouvements, justement, dans Je l'équipe. trouve qu'il y a moins d'efforts les uns pour les autres. Oui, mais absolument. Je suis complètement d'accord. Complètement Tu d'accord. vois, ces petits efforts du milieu de terrain, comme tu dis, aller chercher derrière, compenser. On a beaucoup plus de temps faible à ce niveau-là parce qu'on compense justement beaucoup moins les uns les autres. Ouais, il y avait, lorsque j'ai débuté le football, nos entraîneurs insistaient sur le passe-va. Tu sais, le passe-va. Ah, le C'est tout passe-va, con. bien sûr. Mais le passe-va. Mais c'est le plus important dans le football. Je passe et j'accélère et je bouge à droite ou à gauche de 3-4 mètres pour à nouveau donner une nouvelle angle de vision à mon partenaire. Passe-va. Pensez juste, ce qu'il faut penser quand on regarde un grand match de football et avec les grandes équipes, pensez le passe-va. Porteur du ballon, passe-va et tout s'éclaire. Le roi du passe-va, à un moment donné, c'était Barcelone, avec Messi, avec tout ce milieu de terrain, avec Xavi, Iniesta et compagnie. C'était un pur bonheur. Absolument. Ce que faisait Lucho à l'OM, je trouve que il y avait à chaque fois beaucoup de kilomètres abattus parce que justement, il proposait à chaque fois au milieu de terrain. Passe-va, qui n'est pas un mot espagnol, hein, c'est en 3 mots. Passe et va. Tiens, on nous parle de Kevin, c'est Los Pidos One. Kevin, tu le tatoues un peu et il parle espagnol, ça fait un deuxième Benedetto. On nous dit, donc on va l'accueillir. Kevin, une question pour Franck, avant de le libérer, notre invité Franck Sauzet, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Hein? On peut le garder, on pourra garder Franck avec nous s'il a envie, évidemment. Kevin. Ah, moi je suis bien. Allez, ben on va te garder jusqu'au bout alors, Franck, avec plaisir. Kevin. Si le téléphone. Écoute, moi déjà, c'est vrai que comme tu dis, je pourrais l'écouter parler pendant des heures. Franck Santander, vraiment, c'est une légende pour nous. C'est vraiment quelqu'un qui a porté haut et fièrement les couleurs de l'Olympique de Marseille. Je le trouve très juste, même dans ses analyses, quand il parlait, quand il commentait les matchs, j'étais souvent d'accord avec lui. La question, c'est vrai qu'elle était un petit peu, ça me prendrait un peu comme Arnaud, c'est vrai que je voulais avoir un avis, lui, s'il voyait une différence sur le football des années 90 et celui-là, on va dire plutôt de 2020 aujourd'hui, parce que c'est vrai que moi je suis un amoureux des années 2000, de début des années 2000, où on jouait avec beaucoup de numéro 10, quand on a connu Nedved, Rui Costa, Zidane. C'est un peu la fin de ces joueurs-là, on les trouve plus aujourd'hui. Et j'ai l'impression que et ça manque de talent. C'est pour ça que je rejoins un peu ce que disait aussi Arnaud tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans l'impact physique et la vitesse, à défaut d'avoir ces joueurs techniques qui étaient capables sur une passe de mettre en orbite des très grands attaquants. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on a perdu une fuite de talent, et surtout à ce poste-là numéro 10. Et je voulais savoir lui ce qu'il en pensait de Franck moderne. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors moi qui suis un peu plus âgé, j'ai vu petit à petit disparaître un peu ce numéro 10. Il y a eu Platini, évidemment, ok. Et ensuite, il y avait aussi Jean-Marc Ferreri, qui était numéro 10. Il y a eu Weber également. Et puis, progressivement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que le football est monté d'un cran. On en demandait beaucoup d'une manière collective. Il fallait être fort physiquement. À notre image de 93, on avait des stats au niveau physique. C'était impressionnant, quoi. Je veux dire, on envoyait, on était physique, il fallait aller. On envoyait du jeu aussi parce qu'on avait des joueurs d'exception, comme Abedi, qui était capable de vraiment, en un éclair, de faire la différence, tout ça. Mais ces numéros 10 ont peu à peu disparu. Et c'est ça qui est dommage. Je dirais que la seule équipe aujourd'hui qui joue vraiment avec un numéro 10, à l'ancienne, dans la tête, les numéros 10 à l'ancienne, ils aimaient pas trop l'effort. Mais par contre, les numéros 8 que j'étais et les 6, on courait pour eux, mais quand on leur filait la balle, ils faisaient la différence. C'est ça qui était important. Et Barcelone aujourd'hui, avec Messi, mais Messi c'est catastrophique, il n'a jamais défendu de sa vie, Messi. Mais par contre, quand vous le trouvez, et quand vous le trouviez dans les intervalles, alors là, c'était un festival, c'était le feu d'artifice, vous voyez. Mais aujourd'hui, ces joueurs, oui, ils ont pas forcément les meilleures dispositions, on va dire physiques, mais ils ont ce trait de génie qui font la différence. Kanto, pour moi, dans la tête, était un numéro 10. Il était capable de faire la différence, il avait ce caractère, mais défensivement, c'était peut-être un peu plus compliqué. Donc, il y avait un équilibre dans ces années, on va dire 80-90, où le numéro 10 rentrait dans un schéma. Il était installé, les équipes, à l'image d'un Suzik au Paris Saint-Germain, par exemple, rentraient dans ce schéma-là, acceptaient. Mais ensuite, avec l'évolution du football, où on en demandait beaucoup, regardez par exemple le Milan AC dans les années 90 qui a écrasé l'Europe.
Tous les joueurs défendaient. Il n'y avait plus de numéro 10. Il y avait les 3 Hollandais qui étaient extraordinaires. Un Gullit qui jouait tout à la fois numéro 10, numéro 8 et numéro 6, même s'il y avait Rijkaard. On a parlé de football total avec Saki. Eux ont été les précurseurs d'une nouvelle ère footballistique. Et les clubs voulant gagner et voulant imiter un peu l'AC Milan, dont Marseille, on est bien d'accord. Souvenons-nous les propos de Tapie, justement. Il a pris quand même, non pas conseil, mais il a vu comment cette équipe milanaise réussissait avec Saki, avec Berlusconi, et il a voulu créer ce Milan AC à Marseille avec une culture, avec une identité marseillaise, et ça a marché. C'est ce qu'on a fait. Absolument. Et on a relégué quand même, ne l'oublions pas, et j'insiste là-dessus, dans ces années 90, on a relégué quand même l'AC Milan au rôle de second, quoi. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même pas mal, quoi, avec une grande équipe. Absolument. Romain, pour conclure cette première partie, on va garder Franck encore un petit peu. On a des questions-réponses à la fin aussi. J'avais des petites questions pour Franck là-dessus. Alors, on a évidemment parlé de... Choisis bien, je t'en accorde une. Allez, bon, alors on évite le but au MPSG, on en a parlé plein de fois. Là, c'est génial, on l'a vu plein de fois d'ailleurs sur les rediffs. Mais moi, je voulais juste savoir un truc, Franck, que je me suis toujours demandé. C'est pourquoi ce départ. Tous les joueurs après, sur le championnat d'Europe, avec ce qui s'est passé, sont partis. On a vu, Deschamps, on l'a vu partir à la Juve. De Sailly, on l'a vu partir au Milan AC. Et Franck Sauzet, il est parti à l'Atalanta Bergame. Et alors, je sais que c'était un club satellite de la Juve à l'époque. Si on faisait une bonne saison à Bergame, on pouvait signer à la Juve. Et pourquoi pas directement à la Juve ? Enfin voilà, pourquoi l'Atalanta Bergame ? Puis je crois que ça s'est pas très bien passé. Enfin voilà, en tant que supporter olympien, on voit Sauzet, on se dit pourquoi lui il part à que l'Atalanta entre guillemets, alors que tous les autres sont allés dans des gros clubs. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était pas le bon agent déjà à l'époque ? Non, alors déjà, ce qu'il faut dire à la base, c'est que personnellement, j'étais en fin de contrat. Et que perso, moi, je ne voulais pas forcément partir. Alors, c'est vrai qu'il y avait l'Atalanta de Bergame, qui était là notamment. Après, vous savez, entre ce qu'on peut annoncer, les contacts, moi, j'avais un homme d'affaires, je lui ai fait confiance, ok ? Je ne dis pas qu'il m'a trahi, loin de là. Mais si vous voulez, quand vous faites une saison comme on a fait l'année 92-93 entre le championnat, la Coupe de France, la Ligue des Champions, je peux vous dire, vous jouez tous les 3 jours, vous n'avez pas le temps de récupérer, donc vous déléguez. J'ai délégué, et ensuite, je me suis retrouvé dans le fait où il fallait que je prenne une décision. À la base, je voulais rester à Marseille, mais on le sait, vers la fin de cette saison-là, il y a eu l'affaire VA qui donc a éclaté, donc je ne pouvais plus, malheureusement, rester à Marseille. Et je me suis retrouvé là, on va dire, dans une position qui n'était pas forcément, on va dire, confortable. Bon, il y a eu, vous l'avez souligné, le fait que Bergame, c'était, on va dire, le satellite de la Juve. Donc je me suis dit, écoute, tu vas faire une saison là, et puis après, tu verras bien, tu partiras peut-être à la Juve, ou après. Mais là, c'était, je me projetais. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après 3 mois, donc, où ça s'est très très bien passé, j'ai chopé une tendinite, j'ai chopé ensuite une pubalgie, le club a eu des problèmes, l'entraîneur est parti, les 2 présidents qui étaient là aussi ont démissionné, en sont partis, et j'en suis venu au fait que le nouveau président, si vous voulez, venir partir et voulait faire jouer les jeunes très rapidement, et donc je savais que je ne jouerais plus parce que la politique n'était plus là. C'était différent, il n'y avait plus il y avait pas le mercato hivernal comme on l'a maintenant. Donc je me suis retrouvé dans une situation effectivement qui était assez complexe. À l'issue de ça, et il faut le savoir parce que ça n'a pas été dit, mais j'avais négocié avec Bernard Tapie mon retour à Marseille, même si Marseille était en 2e division à l'époque. Ah oui. Ça s'est pas fait parce qu'il y a des problèmes ont été greffés là-dessus, je n'ai pas vu venir là. Donc j'ai eu 1 an et demi là, sans pouvoir en parler dans la presse ou quoi que ce soit. Ça a été assez terrible. Donc après, j'avais 30 et quelques années. Il ne faut pas oublier que moi j'ai débuté quand même à 17 ans et demi. Et j'avais 30 et quelques années, j'étais sur la fin de carrière. Donc après, j'ai rebondi à Strasbourg, puis Montpellier. Et après, j'ai fini en Écosse. Voilà. Mais vous avez le pourquoi du comment. Super Franck, je pense que Romain Canucci est satisfait de ses explications. On va rester avec Franck Sauzet, Kevin Kribisch évidemment et Arnaud Chabert. On va leur donner un petit peu de place parce que maintenant on va faire un peu d'actu olympienne. On va parler, et l'actu olympienne elle était au Phocéen, et oui cette semaine, puisqu'on va parler de Pablo Longoria.